Vous avez tous entendu Recording in Progress. C'est parti. Donc, bienvenue tout le monde à notre webinaire Choisir son véhicule électrique. Moi, c'est Daniel Rochefort, je suis conseiller en mobilité. Je suis conseiller sur les projets en mobilité chez Équiterre. Et on est avec moi Martin Archambault, qui est au développement des affaires à l'électrification des transports chez Hydro-Québec. C'est le grand Manitou du circuit électrique au niveau des bornes et tout. Salut Daniel, j'espère que ça va bien. Tu es en forme? Super bien. Ah, je suis en feu, je suis en feu. Bon, Et parfait toi? ça, parce que oui, il faut. On parle d'auto, il me semble que ça fait un mois et demi là, qu'on est dans un sprint de communication, les salons de l'auto, puis tout ça, on parle d'auto électrique. Et puis, on voit par les réactions des gens qu'il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions aussi. Fait que je pense que le séminaire d'aujourd'hui tombe à point. Et c'est pas fini, hein, parce que on ne parle que de ça et je pense qu'on va ne parler que de ça dans les semaines, mois et années à venir. Hein. Ben, en fait, tu sais, on est un peu dans l'air du temps, puis toutes les réglementations, les changements de réglementation au Québec, au Canada, la tendance générale, on le voit, là, tu sais, il y a quelques années, on était des braves, puis certains pensaient encore là, qu'on faisait ça pour rien, puis que ça ne changerait pas. Bien là, on le voit, je pense que le mouvement est irréversible, là, c'est plus le si on va le faire, c'est plus le à quand on va y arriver, puis le quand est plus proche, de plus en plus proche, donc je pense que ça s'inscrit dans quelque chose de cohérent. Donc, bien content de parler d'auto avec toi et les gens qui sont connectés avec nous aujourd'hui. J'aimerais mentionner que ce webinaire-là, on le fait dans le cadre de la Semaine nationale du véhicule électrique. Donc, vous avez sur roulonélectrique.ca /SNVE trait d'union 2021, parce que c'est la Semaine nationale 2021. Vous allez avoir une liste de tous les concessionnaires chez qui on peut faire des essais. Ils se sont engagés à avoir des voitures électriques disponibles pour faire des essais. On a bien sûr les conférences Zoom aussi, dont celle que vous assistez. Et je veux vous rappeler que le fait d'assister à cette conférence Zoom-ci, ou bien même le fait d'aller faire des essais, donne le droit d'aller participer à un tirage, de participer au tirage d'un vélo électrique d'une valeur de 2150 $. Alors, ça, c'était pour la semaine nationale. Et l'autre point que j'aimerais aussi rappeler à tout le monde ou informer tous les gens qui ne le savent pas, c'est que toi, Martin, tu animes un balado vraiment hot. Silence, on roule. Parle-nous un peu. Ah, ben, t'es super gentil. Oui, Daniel. Donc, j'anime une balado-diffusion qui s'appelle Silence, on roule. Donc, les gens qui veulent le trouver en tapant Silence, on roule sur n'importe quel furteur Internet ou encore directement dans soit Apple Balado ou Google Podcast. Là, vous allez trouver ça facilement. C'est un format d'émission de radio 2 fois par mois où moi et des collaborateurs et des invités, on parle de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à l'écosystème des voitures électriques. Donc, les voitures elles-mêmes, mais les infrastructures de recharge, tous les trucs, les astuces qu'on peut avoir pour améliorer notre train de vie quand on roule avec une voiture électrique. Donc, si les gens sont intéressés à en savoir plus, là, s'abonner au balado est une bonne façon de le faire. C'est vraiment intéressant ton balado, Martin. C'est pas réservé aux geeks, c'est pas réservé aux passionnés nécessairement de voitures électriques. Tout le monde va y trouver son compte et tout le monde y trouve de l'information super pertinente. Exact. Donc, au plaisir que vous puissiez y être à l'écoute. On a un plan de match ambitieux, Daniel, aujourd'hui. 4 points importants. 4 points importants parce que là, aujourd'hui, ça consiste à vraiment faire comprendre à tout le monde comment on choisit le bon véhicule pour nous. Donc, c'est quoi la démarche? C'est quoi les points essentiels à vérifier pour savoir est-ce que je devrais acheter une voiture 100% électrique, une voiture hybride rechargeable, quelle grosseur de batterie, etc. Est-ce que l'électrique, c'est même pour moi? Donc, on va couvrir ces 4 points-là qui sont les 4 points les plus importants de la démarche pour passer au véhicule électrique. Donc, on a premièrement l'accès à la recharge. On va parler de recharge, un peu aussi comment ça marche, la recharge, parce qu'il y a bien des mythes à ce propos-là. On va parler d'autonomie. Donc, comment on mesure l'autonomie dont on a besoin. De budget. Est-ce que c'est vraiment plus cher, l'électrique? Puis les avantages de la plaque verte, parce que pour certains auditeurs, c'est vraiment pas pour tout le monde, parce que les avantages qui viennent avec la plaque qu'on obtient quand on a un véhicule électrique
ben, c'est à certains endroits. Mais les gens qui sont touchés par ça, c'est des très, très, très gros avantages, là. C'est vraiment intéressant. Donc, premièrement, l'accès à la recharge, parce que c'est le premier point qu'on devrait regarder là, quand on considère l'achat d'un véhicule électrique. On parlait de est-ce qu'on a l'accès à la recharge à la maison ou est-ce que c'est possible de se recharger au travail ou bien même est-ce qu'on a l'accès à la recharge publique? Parle-nous-en donc de la recharge au niveau, mettons, de la recharge domestique. À quel point c'est important d'avoir une borne de recharge à la maison ou pas? Ben, en fait, je dirais, Daniel, le modèle de la voiture électrique repose un peu là-dessus, puis je comprends qu'il y a des gens qui ne peuvent pas y avoir accès, là, les gens qui vivent en multilogement, par exemple, ou dans des immeubles, je ne sais pas moi, un duplex à Montréal, où on doit stationner dans la rue, on n'a pas de stationnement, fait que difficile d'avoir une borne. Ça reste que c'est plus facile quand tu as une borne à la maison, bien entendu. Pourquoi c'est plus facile? Ben parce que à la maison, c'est là que l'électricité est le moins cher, je dirais. Donc, on va utiliser à ce moment-là notre véhicule comme si c'était un téléphone, grosso modo, c'est-à-dire qu'on l'utilise toute la journée, on arrive le soir, on le branche, on le reprend le lendemain matin, il est plein. Donc, on part tous les matins avec un véhicule qui est plein. Ce qu'on ne peut pas vivre avec une voiture essence. Dans la voiture essence, on dépend à 100% d'un point de ravitaillement qu'on appelle une station-service. Une voiture électrique, on ne dépend plus de points de ravitaillement. Bien sûr, on peut y avoir accès aux besoins, mais disons que notre principale source de ravitaillement, ça va être la maison. Et c'est là que ça coûte le moins cher. On parle d'environ 2 pour faire 100 km. Ça va coûter vraiment très, très peu cher. Le scénario le moins cher, c'était la maison. Puis évidemment, après ça, quand on va se charger sur un réseau de recharge public, ben là, il va y avoir des frais supplémentaires parce qu'on utilise des biens qui sont mis en commun et qui doivent être entretenus. Mais sinon, c'est vraiment le scénario idéal, c'est d'être capable de se brancher à la maison. Euh, En même temps que je dis ça, je fais peut-être peur à ceux qui ne peuvent pas charger à la maison et qui disent oui, mais moi, je ne peux pas, ça veut-tu dire que je ne peux pas avoir d'auto électrique? Mais non, c'est pour ça qu'il y a des alternatives, mais il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont, c'est-à-dire que c'est se brancher à la maison qui est le scénario le plus simple. Puis, au niveau, tu sais, justement, au niveau du coût, on parle vraiment, moi, à chaque fois, j'en parle aux gens, là, il y en a la moitié qui ne me croient pas, puis il faut leur faire la démonstration. On parle vraiment d'un 2 par 100 km pour rouler électrique, là. C'est hallucinant comment c'est pas cher. Ouais, ben tu sais, on paye quelque chose comme 10 quelques et des poussières là, sous le kilowattheure sur notre tarif résidentiel. Évidemment, là, vous allez me dire que ça peut varier en fonction de différents facteurs, mais en moyenne, mettons, c'est effectivement le scénario qui est le moins cher. Puis, n'oubliez pas que si vous avez une borne à la maison, 90% de vos recharges vont se faire là. C'est donc dire que dans le scénario le moins cher, c'est ce scénario-là le moins cher que vous allez utiliser 90% du temps. Ne reste qu'un 10% où là, vous allez vous charger sur la route, sur des bornes publiques qui vont coûter un peu plus cher qu'à la maison, mais pas tant que ça finalement. Ce qui fait qu'au final, c'est des économies claires et nettes dans les poches d'un consommateur. Puis, je ne me rappelle pas si on en parle plus loin, Daniel, mais les gens qui se posent la question, étant donné qu'ils vont se brancher 90% du temps à la maison, se posent souvent la question, ça va avoir un impact sur mon compte d'électricité, ça, le compte va exploser. Il n'explosera pas tant que ça. Il faut savoir qu'une voiture électrique, ça consomme annuellement, là, basé sur le principe qu'on se charge 90% du temps à la maison, l'équivalent d'une tank à eau chaude, à peu près 350 par année. Donc, ça, c'est quoi? C'est une trentaine de dollars par mois à peu près. Donc, faites le calcul. Je suis pas mal sûr que ça vous coûte plus que 30 par mois pour rouler à l'essence. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous prenez très, très peu d'essence puis vous seriez peut-être mieux de ne pas avoir de voiture. C'est un autre débat. Au niveau de la recharge à la maison, il y a deux types de recharge. On peut se brancher sur le 120 volts ou sur le 240 volts. Parle-nous donc de c'est quoi la différence entre les deux, puis dans quelle mesure on est mieux d'avoir soit de se fier juste sur la recharge à 120 volts ou bien d'avoir Ouais. vraiment à prendre la recharge à 240 C'est volts. un bon point, Daniel, parce que souvent les gens partent sur le principe qu'ils n'auront pas besoin de s'acheter de borne, qu'ils vont se brancher sur une prise de 120 volts bien normale parce qu'il y a un fil qui vient avec l'auto. C'est vrai que ça fonctionne,
Mais fonctionner puis bien fonctionner, c'est deux choses. Hein. En fait, c'est vraiment une recharge de dépannage, la recharge à 120 volts, ce qu'on appelle la recharge niveau 1. Ça charge très lentement, 5-6 km par heure à peu près. Pensez-y, une voiture moderne aux alentours de 400 km d'autonomie, une voiture électrique. C'est très long faire le plein. Encore plus long l'hiver s'il fait froid et que la voiture est dehors. Donc, je vous dirais que pour un usage normal de voiture, c'est plus ou moins vivable. C'est du dépannage qui peut fonctionner occasionnellement. Tu vas passer le week-end chez un ami à son chalet. Tu arrives le vendredi soir, tu te branches, tu repars le dimanche après-midi. Tu risques d'être plein ou pas bien loin, là. Mais pour du day-to-day, aller travailler, c'est pas assez. Ça prend vraiment une borne de recharge à 240 volts qui va vous charger quoi, 40? Ça peut aller de 40 à peut-être une soixantaine de kilomètres par heure de recharge, tout dépendant des modèles, des puissances de borne et des chargeurs embarqués dans le véhicule, là. Donc, ça va vraiment vous donner un rendement beaucoup meilleur. Le véhicule est conçu à la base pour être branché de façon quotidienne avec une tension de 240 volts. Donc, c'est vraiment le deuxième scénario illustré sur l'acétate, Daniel, qui est celle à privilégier. La borne de recharge va coûter quoi? Un peu en bas de 1 000 mais va être subventionnable à la hauteur de 600 par le gouvernement du Québec. Ça fait un investissement très minime pour avoir de l'agrément avec notre voiture. Puis dans le cas d'un véhicule hybride rechargeable, on parle d'une vitesse de recharge un peu moins, mais ça reste quand même bien supérieur à la vitesse de recharge sur le 120 volts. Oui, tout à fait. Pour les gens qui n'ont pas accès à s'installer une borne de recharge à la maison, bien, il y a des solutions. D'ailleurs, sur le site de Roulon électrique, vous allez trouver des vidéos puis beaucoup d'informations sur c'est quoi la démarche à faire. Mais explique-nous donc un peu comment ça marche, la subvention, dans le cas d'un multilogement, parce que c'est pas mal plus cher installer une borne en multilogement. Oui, bien en fait, en multilogement, c'est plus complexe parce que souvent, l'installation ne dépend pas juste de notre bon vouloir. Hein. Il y a une assemblée de condos, par exemple, quand on est en condo. Les gens ont des préoccupations, ils ne veulent pas payer pour de l'équipement qu'eux n'utiliseront pas. Par exemple, si vous êtes, je ne sais pas moi, 40 copropriétaires, mais qu'il y en a 2 qui ont des voitures électriques, mais les 38 autres veulent être ceux qui ne payeront pas pour l'auto électrique des 2 qui en ont. Ils semblent oublier peut-être que d'ici pas longtemps, ils vont devoir avoir eux aussi une voiture électrique puis ils vont être bien contents d'avoir des bornes, mais ça, c'est un autre débat. Mais ça reste que ça demande une préparation. Puis l'accès à la boîte électrique, au compteur électrique n'est pas toujours simple. Il y a parfois un compteur pour le logement, mais un autre compteur, par exemple, pour la zone de stationnement. Il existe plein de solutions. Hein. Il n'y a pas, évidemment, si l'assemblée de condos s'y oppose, puis faire au chemin, puis l'empêche, c'est une chose, mais à partir du moment où on a une entente sur le fait que oui, on va le faire, la technologie permet de s'assurer que c'est les bonnes personnes qui payent, donc vous n'avez pas à vous inquiéter. Et sur le site de Roulon électrique, comme tu as dit, il y a de l'information. Il y a également, il faut savoir qu'au-delà de cette information-là, il y a également des firmes, des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement, que ce soit de propriétaires de condos ou de propriétaires d'immeubles à multilogement. Des fois, c'est les propriétaires de grands blocs à appartements, par exemple, avec tu sais, qui a 20-30 logements dans un grand bloc, puis qui veulent installer des bornes, puis qui veulent se faire accompagner dans la démarche. C'est super bien structuré. Puis maintenant, ça fait déjà pas loin de 10 ans qu'il y a des autos électriques, fait qu'il commence à y avoir une expertise qui s'est installée puis qui est très fonctionnelle au moment où on se parle. Puis le gouvernement veut que ça bouge. Hein. Ils ont mis des subventions à l'avenant aussi pour vraiment permettre aux gens de faire le saut. Ouais. Pour ce qui est de la recharge publique maintenant, la recharge publique, confirme-moi, c'est quelque chose que les gens utilisent vraiment occasionnellement. On en fait souvent tout un plat, là, mais on va voir qu'on ne devrait pas en faire un plat. Mais encore là, on fait un plat avec quelque chose que pour la plupart des gens, c'est très, très, très rare qu'on se recharge sur la recharge publique. Ben, tu as tout à fait raison, Daniel. En fait, je l'ai dit tantôt, 90 du temps, c'est à la maison, ça laisse à peu près 10 Là, puis évidemment, c'est des généralités hein, que je dis là. Bien évidemment, quelqu'un qui travaille, un chauffeur de taxi qui conduit un taxi électrique va se charger souvent sur des réseaux publics, lui, contrairement, par exemple, à quelqu'un comme moi qui va travailler, revient, se branche. Ce soir, mon auto est toujours pleine chaque matin. J'ai peut-être 2 fois par année besoin de me brancher ailleurs qu'à la maison. Mais même si c'est occasionnel, les fois où on en a besoin, c'est parce qu'on est en déplacement loin de la maison ou qu'on a un trajet
je dirais, atypique qui va nous amener plus loin. Puis là, ben, on a de besoin. Donc, ce n'est pas parce qu'on l'utilise rarement qu'il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire. En fait, je te dirais, moi, que c'est l'ossature, c'est le backbone qui permet de rouler, de se déplacer, puis de couvrir toutes les régions du Québec avec les axes routiers, les autoroutes qui sont reliées par des bornes de recharge, souvent des bornes de recharge rapide, parce que la recharge publique, c'est à la fois de la recharge niveau 2 comme à la maison, qu'on a de besoin quand on va travailler, par exemple, puis on branche notre voiture tout un après-midi de temps pendant qu'on est dans une réunion au centre-ville. Bien, une recharge niveau 2 est parfaite pour ça. Mais si on est en déplacement le long d'une autoroute puis qu'on arrête 15-20 minutes pour se charger, bien là, on a besoin d'une charge rapide. Donc, ça prend les deux. Donc, même si c'est occasionnel, c'est néanmoins nécessaire. Puis c'est pour ça qu'Hydro-Québec travaille depuis déjà plusieurs années à déployer là, le plus grand réseau de bornes de recharge publique au Québec pour assurer aux Québécois la quiétude et la paix d'esprit quand vient le temps de se déplacer. Comme on dit dans notre nouveau slogan, votre autonomie, on s'en charge. Très, très beau slogan d'ailleurs. Puis, comme tu disais, le réseau, là, le réseau québécois, c'est parmi les réseaux les plus étendus au monde là, en termes de densité par rapport à la population. Hein. Puis, là, Ouais. je montre 645 bornes rapides de tous les réseaux, mais c'est plus de 500 pour juste circuit électrique. Oui, 550 à peu près au moment où on se parle. Là. Évidemment, puis on déploie au rythme de 160 à 200 bornes de recharge rapide par année, puis ça va être comme ça pour encore bien des années. Notre modèle de développement est attaché avec un plan de financement qui est intimement lié au nombre de véhicules sur les routes. Donc, plus il y a de véhicules, plus on déploie de bornes. Essentiellement, c'est ce qu'il faut savoir. On déploie également des bornes niveau 2 parce qu'on en a besoin. Nos clients nous en demandent dans les centres-villes, des bornes sur rue, par exemple, dans les grands centres-villes. Donc, on fait notre part, mais il y a également d'autres réseaux qui sont là, puis qui se déploient eux aussi, puis qui ont leur raison d'être et leur pertinence. Il faut comprendre qu'on a aussi des visions et des objectifs qui sont différents. Puis il faut comprendre que dans celle d'Hydro-Québec, ben, c'est de relier le Québec, mais de s'assurer que toutes les régions sont praticables en véhicules électriques, même les plus éloignées ou les régions qui sont moins densément peuplées ou qui ont peu, voire presque pas de voitures électriques, ben, il faut être capable d'y aller pareil. Alors, nous, ça fait qu'on met des bornes partout. Il y a des bornes à Natashquan, il y a des bornes sur la Côte-Nord, il y a des bornes en Gaspésie, il y a des bornes partout pour que les Québécois soient capables de circuler un peu partout dans toutes les grandes régions. On a une question ici sur les bornes ultra rapides. Sur la disponibilité des bornes ultra rapides, comme notre auditeur nous demande, par exemple, la Kia EV6 qui va pouvoir se charger en 17 minutes à 233 kilowatts. Est-ce que c'est quelque chose qui va être disponible bientôt? Oui, bien en fait, nous, on essaie de suivre la cadence des véhicules qui sont sur le marché. Là, on cite un exemple. Là. Il y en a pas beaucoup des exemples comme ceux-là. Peut-être la Ioniq 5 qui va avoir à peu près les mêmes caractéristiques. Il faut comprendre que le 233 kW, ce n'est pas 233 kW pendant 17 minutes, c'est 233 kW pendant une certaine période de temps. Mais ça reste qu'effectivement, c'est des véhicules qui vont être capables d'aller à des vitesses plus grandes que celles des véhicules actuellement sur le marché. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde les véhicules qui sont disponibles et leur quantité sur les routes. On essaie d'adapter le réseau pour répondre à ces besoins-là, même si la très grande majorité des véhicules actuellement sur nos routes ne va pas ou très peu en haut de 50 kW depuis déjà plusieurs mois, bientôt un an même, on installe des bornes de 100 kW. On va bientôt installer des bornes de 150 kW et on teste des bornes de 150 à 350 kW sur différents bancs d'essai au Québec, Magog, dans les Laurentides, à Laval. On teste des bornes plus puissantes pour être capable effectivement de les installer puis de les rendre disponibles, mais on essaie de suivre la cadence des véhicules. Si on installait demain matin, si on remplaçait nos 500 bornes par des bornes à 350 kW, il faut comprendre que ça coûterait excessivement cher et qu'il n'y a à peu près aucun véhicule qui utiliserait les bénéfices de ces bornes ultra puissantes-là. Donc, on préfère aller avec là où est le marché. Ça nous permet de mettre plus de bornes parce que pour le même prix, on est capable d'en mettre plus. Puis au fur et à mesure que les véhicules plus puissants arrivent, bien évidemment, on va densifier notre parc en mettant des bornes adaptées à ces nouveaux véhicules-là au fur et à mesure que les véhicules vont apparaître sur le marché. Et pour rassurer les gens aussi, les gens se disent tout le temps, c'est bien de la planification, finalement, rouler électrique. C'est compliqué. Comment on trouve les bornes? Parle-nous-en donc un peu de comment on trouve les bornes. Ouais. C'est En pas fait, mal on ne plus les simple trouve qu'on pas pense. souvent.
on ne les trouve pas parce qu'on ne les cherche pas. Hein? Quand on n'a pas d'auto électrique, tu sais, tu t'achètes un véhicule, puis la semaine d'après, tu réalises qu'il y en a plein ces routes que tu n'en avais jamais vu avant, parce que là, on dirait que ton cerveau il est mindé, c'est ton auto, fait que tu envoies des pareils partout. Les bornes, c'est pareil. Quand tu as une auto électrique, tu les vois. En fait, il y en a beaucoup. Tu l'as montré tantôt, des milliers. Il existe différents outils. Premièrement, dans les véhicules, il y a généralement de la navigation intégrée qui permet de repérer les bornes et de s'y rendre. Il faut savoir, par contre, que dans les véhicules, les mises à jour de ces bornes-là sont souvent faites à une fréquence à une très basse fréquence, si ce n'est pas dans certains cas que ce n'est pas fait du tout. Donc, on conseille fortement d'utiliser vos appareils, vos téléphones intelligents qui, de toute façon, se connectent bien souvent maintenant avec les voitures modernes, soit avec Apple CarPlay ou Android Auto, peuvent se connecter sur le tableau de bord de votre véhicule avec différentes applications pour repérer les bornes. Tous les réseaux ont leur application. Et évidemment, je ne peux que vous recommander celle du circuit électrique. Un, parce que je serais bien mal placé de vous en recommander un autre, mais deuxièmement, parce que sincèrement, je crois que c'est la meilleure qu'il y a sur le marché avec des fonctionnalités que les autres n'ont pas. Plein de fonctionnalités hyper intéressantes, entre autres, un planificateur de trajet intelligent qui tient compte de votre véhicule, des conditions climatiques actuelles, des dénivelés de la route, des statistiques d'utilisation des bornes aux heures auxquelles vous voulez vous déplacer, parce qu'on est connecté en temps réel sur notre réseau, ce qui fait que ça va vous optimiser vos trajets, vous assurer le déplacement le plus court, puis à vous faire arrêter aux bornes où vous avez le plus de chances d'arriver et de vous charger rapidement n'ayant aucune attente. Donc, c'est vraiment un outil indispensable si vous vous déplacez sur les routes. On va parler maintenant du besoin d'autonomie. On va juste répondre justement à quelqu'un qui nous demandait rapidement au niveau du prix que tu avais mentionné de 350 par année pour c'est basé sur des statistiques. C'est des braquettes, là, puis de mémoire, c'est entre 16 et 20 000 km par année. Donc, entre 16 et 20 000 km par année. Évidemment, ça va varier si vous vous chargez moins à la maison puis plus sur la route, le montant va augmenter. Votre montant total, vous allez payer, va augmenter, mais votre montant sur votre compte d'hydro, lui, va baisser parce que vous allez utiliser moins la maison, mais plus les bornes publiques. 350, c'est basé sur un ratio 90 à la maison, 10 sur la route avec une braquette là, de 15 à 20 000 km par année. Parlons des besoins d'autonomie maintenant. Ça c'est l'autre point qui est vraiment critique quand tu analyses qu'est-ce que je vais prendre comme véhicule électrique. Donc, il faut se demander qu'est-ce que j'ai vraiment besoin comme autonomie. Et il y a deux concepts que je trouve vraiment importants là-dedans. C'est premièrement tenir compte de l'autonomie hivernale du véhicule, parce qu'on ne peut pas faire fi qu'au Québec, le Québec, c'est l'hiver. Et aussi le plus long trajet régulier qu'on fait, parce que souvent, on va se dire, moi, j'utilise ma voiture la semaine pour aller au boulot. Bon, mais ça représente juste tant de kilomètres, mais en fait, on veut pas avoir des problèmes à se rendre, si on se rend au chalet une fois par semaine, on ne veut pas avoir des problèmes à se rendre au chalet. C'est ça qui devient le point le plus important. En termes de besoin d'autonomie, parle-nous un peu de à quel point c'est plus avantageux. La voiture électrique devient de plus en plus avantageuse, plus tu roules. Ouais. Toi, tu en as l'expérience, tu en as une d'ailleurs. Oui, une voiture électrique? Oui, j'en ai une. Ça aide à être crédible, Daniel, quand on parle d'auto électrique. J'en ai une depuis, pas la même, mais j'en ai depuis, ça fait 10 ans là, que je roule électrique. Hein, fait que, ouais, j'ai un peu d'expérience là-dedans. Je te dirais, il y a plusieurs points que tu as amenés. En fait, tu as parlé de trajet puis des avantages sur des plus longs trajets. Mais en fait, c'est un bon point. C'est-à-dire que moi, je dirais que pour aller travailler, généralement, on ne fait pas tant de kilomètres que ça dans une journée, à moins de travailler sur la route, bien entendu. Hein, tous les cas sont des cas d'espèce, là. Mais en moyenne, quand tu travailles, tu fais quoi? Peut-être 50, 60 kilomètres par jour, aller travailler, revenir, 80 peut-être, certains un peu plus. Certainement, en tout cas, on doit pas, ça doit être rare, là, en haut de 100 km par jour, juste pour aller travailler et revenir. Ceci étant dit, on a quand même d'autres occupations dans la vie. Comme tu dis, on a un chalet, on a
peu importe, une activité sportive qu'on fait, puis on fait plus de route, évidemment, il faut être capable de couvrir cette distance-là quand on le fait. Si c'est un chalet, ben, on n'a pas besoin de calculer la distance aller-retour. On peut probablement se rendre au chalet puis se charger là-bas, puis revenir. Donc, même si notre chalet est à 300 km de la maison, puis si on a une autonomie de 400 km, par exemple, ben, on se rend au chalet. On ne ferait pas le retour sans se recharger, mais tant mieux, on est au chalet pour au moins, j'imagine, vous y allez pour le week-end, vous pouvez vous recharger pendant que vous êtes au chalet, puis revenir. Fait qu'il n'y a pas de problème. Alors que quand on va travailler, ben, généralement, à moins d'avoir une borne au travail, ce qui est parfois le cas, mais si ce n'est pas le cas, ben, on s'assure d'avoir l'autonomie pour faire l'aller-retour. Il faut tenir compte également du fait que l'hiver, on va avoir moins d'autonomie. J'imagine qu'on va traiter ces aspects-là un peu plus tard tantôt, mais On pourrait le traiter tout l'hiver, de suite. l'autonomie va baisser. Donc, normalement, quand on fait le choix du véhicule, on s'assure d'être capable de faire notre aller-retour dans les pires conditions étant les journées les plus froides de l'hiver, c'est là que le véhicule va consommer le plus. Donc, ça fait partie des réflexions qu'on doit avoir. Maintenant, la perception qu'il faut s'enlever de la tête, puis je pense que c'était ça l'élément important de ton dernier point, Daniel, c'est qu'on a souvent la perception qu'une voiture électrique, c'est bon quand tu ne fais pas beaucoup de route. C'est ça. Parce que les premières voitures électriques, il y a 10 ans, n'avaient pas beaucoup d'autonomie, puis les gens disaient, c'est des voitures pour quand tu ne fais pas beaucoup de route. Si tu fais beaucoup de route, c'est mieux de ne pas prendre une voiture électrique. Or, c'est le contraire. Je te dirais que là où c'est intéressant d'avoir une auto électrique, c'est quand on fait de la route, parce que vous le savez, à l'acquisition, puis ça commence à être de moins en moins vrai, ceci dit, mais à l'acquisition, le véhicule électrique est un petit peu plus cher que la voiture à essence, mais il y a énormément d'économies à l'utilisation. Économie d'essence essentiellement. On va remplacer un 2500 ou entre 2200 et 2500 dollars d'essence par année par quelque chose comme 350 dollars d'électricité. Bien, évidemment, plus on fait de route, plus on consomme d'essence. Donc, si on bascule vers une voiture électrique, tout cette essence-là qu'on va sauver représente des économies. Donc, plus quelqu'un fait de kilomètres par année, par exemple, quelqu'un qui ferait 35, 40 000, 50 000 kilomètres par année avec son véhicule, ben lui, c'est un beau business case pour avoir une voiture électrique. Évidemment, on ne prendra pas une voiture électrique qui a 150 km d'autonomie. Si on passe notre vie sur la route, on va prendre un des modèles de véhicules qui a 400, 500, 600 km d'autonomie. On va avoir le même agrément qu'une voiture à essence, mais les paiements d'essence en moins, donc des grosses économies dans nos poches. Pour revenir sur la question de l'hiver, donc en hiver, on perd à peu près 20-30 la plupart du temps, sauf qu'il peut arriver des journées où ce que vraiment, il fait moins 25, il vente à écorner les bœufs, on va peut-être perdre 40. Ouais. Donc, comme tu disais, il faut en tenir compte, mais même là, ça reste qu'on peut très bien faire nos trajets. Si c'est un véhicule qui a 400 km d'autonomie, mais il t'en reste 250 là, quand tu as Oui, perdu. puis ça, Daniel, tu l'as dit, et puis c'était important, là. On n'est pas en train de dire que du mois de décembre au mois d'avril, vous allez avoir 40 d'autonomie en moins. Ça, c'est les 3, 4, 5 journées dans l'année où il fait moins 25, mettons moins 30, puis qui vendent très fort. La plupart du temps, vous allez perdre plus, mettons 25 20-25 l'hiver. Fait que 25 sur votre 417, vous êtes plus aux alentours de 310 à peu près, là, ou aux alentours de. Donc, tu sais, vraiment, tu as mis le cas, le scénario le plus pessimiste, mais rappelez-vous que ce scénario pessimiste-là, c'est quelques journées dans l'année. La très grande majorité des cas, ça va être en haut de ça. Donc, en principe, si vous prenez le pire des cas, le scénario le plus pessimiste comme tu as fait, par exemple, dans le cas de la Chevrolet Bolt qui pourrait descendre à 250 km d'autonomie, si ça, c'est en masse pour faire ta journée parce que tu travailles à 30 km de la maison, tu fais 30 km aller, 30 km revenir, c'est 60 km. Ben écoute, tu vas revenir à la maison, puis il va te rester encore plein là, dans ta batterie. Tu rebranches ton auto, puis le lendemain matin, tu repars, ta voiture est pleine. Puis s'il fait plus doux le lendemain matin, mais ce n'est pas 250 km d'autonomie que tu auras, c'est peut-être 300, 320, qui sait là, en fonction de la température et de tes habitudes de conduite. Moi, j'aime bien dire aux gens là-dessus que aussi, il faut le faire le choix en toute connaissance de cause. Donc, il faut s'attendre à ce que ça soit ça quelques jours par année. Maintenant, il t'appartient de soit choisir un véhicule qui va couvrir ton autonomie en tout temps, même dans les pires conditions, Ouais. ou bien choisir un véhicule moins cher, qui a moins d'autonomie, mais que quelques jours par année, tu vas peut-être avoir à t'arrêter à une borne de recharge pour Oui, mais charger. exactement. Puis ça, c'est un point important, Daniel, c'est que cette journée-là qui fait très froid, puis mettons que tu as beaucoup de
de chemin. Tu sais. Atypiquement, ça tombe, tu sais, là, on sait c'est quoi la loi, là, les lois de la vie. Là, la journée que il faut que tu ailles à Québec pour la job, c'est cette journée-là qui va faire -30. C'est la loi de Mais Murphy. pas de panique. Les bornes de recharge qui sont le long de l'autoroute 20, de l'autoroute 40, entre Montréal et Québec, mettons, là, ben, ils sont là pour ça. Je veux dire, tu arrêtes là, pendant 20 minutes, puis tu te remets de l'énergie pour te rendre là où tu vas aller. Puis pendant ton meeting à Québec, ton auto va être branchée sur une niveau 2. Elle va se recharger pendant une partie de la journée. Tu vas repartir, elle va être pleine. S'il fait encore très froid et que tu n'en as pas assez pour revenir à Montréal, ben, tu vas arrêter, je ne sais pas moi, à Drummondville ou quelque chose du genre, ou au Madrid sur l'autoroute 20, un petit 15-20 minutes, aller faire une petite pause santé, te ramasser quelque chose à grignoter, puis tu repars, puis tu es correct. Là, il y a pas de. C'est pas la panique non plus. Les bornes de recharge sont là pour ça. J'ai mis cette slide-là ici pour montrer aux gens que, en fait, c'est sûr que la voiture électrique neuve, ben, ça reste une voiture neuve. Dans le fond, ça coûte quand même assez cher, mais tu n'es pas obligé nécessairement d'aller dans le neuf, dans l'usager. Tu peux t'en sortir à beaucoup moins cher, puis quand même avoir des autonomies qui vont probablement suffire à tes besoins. Puis même si tu en as encore moins besoin d'autonomie, tu peux aller chercher des véhicules à prix très économique. Mais si ton besoin d'autonomie, ça tourne autour du 100 ou même du 60 km, tu n'en auras jamais de problème avec un Ah, tout véhicule. à fait. Moi, j'ai vu des gens qui ont acheté des petites Chevrolet Spark usagées en bas de 10 000. Là. Tu sais, un auto en bas de 10 000 qui fait 100 km d'autonomie puis que tu n'as plus d'essence à acheter dedans. Par exemple, pour quelqu'un qui ne fait pas beaucoup de route, 50 km par jour, ou un étudiant qui reste en banlieue de Montréal puis qui va étudier à Montréal, par exemple, ben, moyen de transport idéal, aucune essence à payer, à peu près aucun entretien, coût d'acquisition relativement bas. C'est des scénarios qui sont tout à fait viables. Il faut juste comprendre que Ou comme deuxième qui dit véhicule. usager dit véhicule souvent qu'il y a quelques années. Puis étant donné que ça a évolué beaucoup dans les 5 dernières années, ben, une voiture usagée, il y a des bonnes chances que ce ne sera pas une voiture qui a 400 km d'autonomie. Tu vas tomber dans une voiture qui a quoi, 200 km et moins, qui avait 200 km et moins neuve, là, puis évidemment, en plus, il y a un peu d'usure. Mais si c'est suffisant pour tes besoins, ça revient à ton précepte de base, Daniel. Ils veulent bien évaluer les besoins qu'on a, puis acheter un véhicule en fonction de ça. Acheter trop gros pour rien, c'est payer pour de l'autonomie qu'on n'utilisera pas ou très peu au fil du temps. Puis ça se paye, ça. Il y a un coût à ça. Puis, je ferai petite réponse à une question ici qu'on a. Un de nos auditeurs qui se demande s'il faut charger au complet quand on s'arrête sur la route pour charger à une borne de recharge publique. Parle-nous justement de. On on se fait souvent dire ça va prendre, charger la batterie de tel véhicule, ça prend 1 heure et demie. C'est quoi la réalité, justement, pour les Bon, gens? premièrement, c'est très difficile quand on parle de voiture de parler de temps parce que le temps, ça dépend à quelle puissance on charge, puis ça dépend de la grosseur de la batterie, puis elle était comment vide quand on a commencé à la charger. C'est comme dire, ça prend combien de temps à remplir une piscine? Bien, ça dépend de la grosseur de la piscine, ça dépend s'il y a déjà de l'eau dedans, puis tu as rempli-tu à hausse de jardin ou avec une hausse de pompier. Fait que moi, je préfère plutôt parler de kilomètres qu'on va mettre dans un véhicule. Tantôt, on a parlé de puissance, tu sais, puis on disait avec une borne niveau 2, on va mettre 40 km par heure de recharge à peu près. Il me semble que c'est ça qu'il y avait dans ta slide. Là. Oups, c'est ça, regarde, c'est 40 km par heure de recharge. Une borne rapide de 50 kW, comme celle qui est présentée à côté, c'est 240 km par heure de recharge. Maintenant, on installe aussi des bornes de 100 kW qui peuvent charger jusqu'à 480 km par heure de recharge. Il faut comprendre, par contre, que le véhicule, la plupart des véhicules n'accepteront pas cette puissance-là de façon constante et linéaire tout au long de la recharge. Donc, la borne elle, est capable de fournir tout le temps cette puissance-là, mais le véhicule n'est pas capable, lui, de la prendre tout le temps. Donc, ça ne roulera pas. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre 240 km en 1 heure. Ton véhicule va peut-être accepter cette vitesse-là au début, mais va se mettre à ralentir un petit peu plus vers la fin. Fait que ça va prendre combien de temps? Ça dépend de la grosseur de ta batterie. Hein? Puis c'est pour ça, tantôt, on disait, prenez un véhicule que vous avez besoin. Si tu prends un véhicule qui a une très grosse batterie, mais ça va être plus long à remplir qu'un véhicule qui a une plus petite batterie. Mais typiquement, les gens vont arrêter une borne de recharge publique. Pendant un déplacement, là, je prends pour acquis que tu n'es pas rendu à destination. Tu es en route, tu arrêtes en chemin pour ça. Donc, tu vas vouloir arrêter le moins longtemps possible. Typiquement, les gens vont charger, vont rester branchés à peu près une quarantaine de minutes, entre 30 et 40 minutes.
on ne conseille pas de charger le véhicule sur une borne rapide, de dépasser 80-85 de la capacité maximale de la batterie, pas parce que ça va briser la batterie, parce que la batterie, pour se protéger, étant donné que c'est de la haute puissance, rendue en haut de 80-85 va tellement avoir ralenti la vitesse de la recharge, parce que je le répète encore une fois, c'est le véhicule qui dicte la cadence à la borne. Le véhicule va tellement avoir demandé à la borne de ralentir que ça va tellement être lent que ça ne vaudra plus la peine rendu dépasser 80-85 Donc, normalement, les gens vont se brancher, ils vont arriver à la borne, ils vont être, mettons, je ne sais pas moi, à 15-20 de capacité de batterie. Ils vont se recharger jusqu'à 80 donc ils vont se redonner un 60 puis la durée moyenne au moment où on se parle, c'est à peu près une quarantaine de minutes. Mais évidemment, quelqu'un qui a une voiture avec une batterie plus petite va être capable de se charger en moins de temps. Quelqu'un qui a une batterie plus grande, parce que 60 d'une batterie de 60 kWh, c'est plus long que 60 d'une batterie de 24 kWh. Donc, plus la piscine est grosse, pour la même vitesse, plus c'est long de la remplir. Là, je voulais t'amener, par exemple, avec cette question-là, je ne l'ai peut-être pas bien posée, c'est le fait que des gens qui vont charger leur batterie jusqu'à 80 sur la borne de recharge publique, c'est parce qu'ils ont besoin de cette énergie-là pour se rendre à destination. Si tu reviens du chalet, puis il te manque 50 km pour te rendre de façon sécuritaire chez vous, tu ne chargeras pas jusqu'à 80 Non, ben non. S'il te manque 50 km pour te rendre de façon sécuritaire, c'est qu'il ne t'en reste pas beaucoup dans ta batterie. Là. Je présume que c'est ça. Fait que tu vas arrêter à la borne peut-être 10 minutes, 5 minutes, 10 minutes pour te redonner. Écoutez, à 240 km par heure, c'est l'équivalent de dire 60 km par 15 minutes. Hein? C'est une règle de 3 bien simple. Donc, si tu arrêtes 15 minutes, tu t'es remis 60 km d'autonomie dans ta batterie. Donc, tu es bon pour te rendre. Donc, c'est le concept que la recharge rapide, tu te sers de ça pour combler les kilomètres que ça te prend pour te rendre à destination là où tu vas te brancher sur le réseau. Exactement. Le scénario idéal, puis c'est facile à retenir, là, une voiture, je l'ai dit tantôt, c'est comme un cellulaire. Ce que tu ne veux pas vivre ou tu veux vivre le moins possible, c'est te brancher puis attendre après la recharge. Donc, tu vas le faire uniquement quand tu es à une borne rapide, puis tu vas rester là le moins longtemps possible, c'est-à-dire uniquement la quantité d'énergie que tu as besoin pour être capable de te rendre, par exemple, à ton rendez-vous à Québec. Et là, rendu à ton rendez-vous à Québec, tu vas te brancher sur une borne niveau 2, une borne plus lente, mais tu vas aller faire ton rendez-vous. Tu n'attends pas après ton auto. Tu veux que ton auto se charge pendant que toi, tu es occupé à faire autre chose et non pas pendant que tu attends après. Donc, tu vas toujours privilégier le scénario de la brancher la nuit pendant que tu dors, le jour pendant que tu travailles, mais le moins possible pendant que tu es en train d'attendre après. Fait que, s'il faut que tu attendes parce que tu en as vraiment besoin, tu vas aller à une borne rapide puis tu vas te donner le minimum nécessaire pour te rendre à destination puis tu vas laisser finir la job là pendant que tu fais d'autres choses. Super, ça. Parlons maintenant d'un sujet qui est vraiment important, le budget. Est-ce que c'est vraiment plus cher rouler électrique? Fait que, j'ai comparé ici des véhicules parce que je voulais montrer aux gens qu'on va souvent entendre, bon, bien, le véhicule électrique, le prix de vente est beaucoup plus cher, mais on oublie tout le temps qu'il faut déduire du prix de vente les subventions. Puis en fait, si on déduit les subventions, un véhicule électrique, ça revient pas énormément plus cher qu'un véhicule à essence. Le problème, c'est qu'on ne le fait pas. Tu sais, les gens comparent des pommes et des oranges, ils regardent le prix, ils comparent leur Leaf qui a par exemple un prix par le fabricant de 42 000, 43 000, mais il oublie qu'il va y avoir un 8 000 puis un 5 000 de rabais du gouvernement là-dessus. Donc, il faut vraiment comparer avec la même référence. Quand on le fait et qu'on enlève les subventions, on arrive généralement que la voiture électrique coûte un petit peu plus cher, mais plus bien. Puis, n'oubliez pas que vous allez avoir à l'achat. Puis, n'oubliez pas que vous allez avoir 2 000 $. Mettons que vous faites 20. Oups, ça t'a perdu, Martin. 1 $ litre, puis là, on est à 1,50 $ de ce temps-là. 1,40 $ le litre, à 20 000 km par année, c'est 2 240 $, si je ne me trompe pas, d'essence par année. Fait qu'à au-delà de 2 000 $ d'essence par année, même si l'auto t'a coûté 3 000 de plus, bien, 1 an et demi, juste en économie d'essence, tu es allé
chercher le manque à gagner sur le surplus du coût de ton véhicule électrique. Donc, il faut vraiment tout mettre dans la balance quand on fait les comparatifs puis qu'on regarde ce que coûte une voiture électrique versus une voiture à essence. Un coûte plus cher à l'achat, mais moins cher à l'utilisation. L'autre coûte un peu moins cher à l'achat, mais beaucoup plus cher à l'utilisation. L'essence, ça coûte cher, puis l'entretien d'un véhicule à essence, ça coûte cher si on le compare avec une voiture électrique, bien entendu. J'ai justement un comparatif des coûts d'entretien ici. Nous, on calcule que pour ce qui est de. On a calculé les entretiens les plus réguliers, qui est les changements d'huile, puis les freins et le nettoyage des freins. Donc, on calculait c'est autour de 250 d'économie à chaque année juste pour ça, puis une hybride rechargeable autour de 122, 125 mais c'est à Québec sur leur outil. Là. Puis j'inviterais les gens à aller le tester carrément. L'outil de CAA Québec, c'est assez hallucinant. Si tu compares des véhicules, le même véhicule avec sa version électrique, sur 10 ans, c'est assez hallucinant les économies d'entretien. Eux, ils incluent pas seulement les changements d'huile puis le nettoyage des freins qu'il faut faire à chaque année sur un véhicule électrique, soit dit en passant, mais on ne change pas d'huile. Mais si tu comprends tous les autres entretiens, parce que toi-même, tu le sais, en tant que propriétaire de véhicule électrique, un véhicule électrique, il y a plein de choses qui ne pèteront pas dessus, qui pètent sur une voiture à essence. Il n'y a jamais de muffler à changer, il n'y a jamais de bougie. Une pièce que tu n'as pas sur ton véhicule ne peut pas briser. Statistiquement, je veux dire, il y a un nombre assez phénoménal de pièces requises sur un véhicule à essence qui n'ont pas besoin d'exister sur un véhicule électrique. Donc, s'il n'y en a pas, ça ne peut pas briser. Puis même les pièces qui sont là sur les deux, par exemple les freins, vont beaucoup moins user sur un véhicule électrique, étant donné qu'un véhicule électrique, ça freine non pas juste par des freins mécaniques comme sur une voiture à essence, mais il y a un freinage par régénération d'énergie. Donc, c'est comme un peu comme un freinage magnétique. C'est comme si c'était un gros aimant qui ralentit notre véhicule quand on ralentit et qu'on freine, ce qui fait qu'on a très peu besoin de solliciter les vrais freins. Donc, je dirais qu'on a de l'économie sur tous les aspects. Ça reste que c'est un véhicule, hein? On n'est pas exempt de recevoir un projectile sur le pare-brise qui va craquer. On n'est pas exempt d'avoir une vitre électrique que le moteur va faire défaut, mais je veux dire, la mécanique automobile comme telle, là, les pièces qui brisent souvent et qui coûtent cher sur une voiture à essence, la plupart, il n'y en a pas dans une voiture électrique, donc ça ne peut pas briser. Puis un moteur électrique, ça ne brise pas. Hein. Un moteur électrique que tu as fait la première semaine, là, je veux dire, dans 50 ans, on va en sortir un, puis on va le brancher, puis il va marcher comme au premier jour. Là. Si on regarde l'ensemble ce qu'on appelle les coûts totaux de possession, on parlait des mensualités du véhicule, on parlait de l'entretien, de l'essence, tout ça, il faut considérer ça, les subventions et tout. Moi, j'avais sorti des chiffres ici justement pour que les gens aient une meilleure idée. Mais tu prends un véhicule là, sur 5 ans, puis on sait très bien que les gens les financent maintenant sur encore plus que ça, mais 5 ans, c'est respectable. Mais un véhicule électrique de 45 000, qui est à peu près la norme, là, c'est sur les véhicules de Ouais. La majorité kilomètres. sont à 45 000 à cause de la subvention du gouvernement fédéral qui est basée sur le prix de détail suggéré du fabricant qui ne doit pas excéder 45 000. Donc, évidemment, il y a une très grande majorité des modèles de véhicules qui sont vendus 44 900 là, pour être juste en bas du 45 000. Fait que je pense que ton prix est pas mal bon. Oui, bien, là, ça me permettait de faire ces calculs-là. C'était assez surprenant parce que ça me permettait de voir que ça varie selon le nombre de kilomètres que tu fais, puis tu l'as déjà mentionné avant. Plus tu roules, plus tu sauves de l'argent. Puis la moyenne des Québécois, là, on sait très bien qu'ils roulent à peu près 15 000 kilomètres par année. Fait qu'un véhicule de 45 000 sur son prix de détail suggéré, en fait, c'est à peu près la même chose que rouler dans un véhicule de 25 000. Puis à 20 000 kilomètres, ça revient le même prix que rouler dans une Corolla ou une Civic à 23 000. Puis là, si tu roules plus, c'est encore. Il faut faire les calculs. Le risque, le danger, c'est de ne pas faire les calculs comme il faut avant de se faire son idée. Mais ça m'amenait à dire qu'on pense toujours que le véhicule électrique, c'est plus cher, mais en fait, si tu es capable de rouler dans une Honda Civic neuve, ben oui, tu es capable de rouler dans un véhicule électrique, même s'il a l'air de coûter plus cher au départ.
Regardez, Ouais. j'ai mis celle-là parce que c'est intéressant. La Bolt, ils ont diminué le prix. C'est un bon, je pense que c'est 6 000 Ouais, pas loin de 5 000. Puis la Leaf ont suivi, ont le même prix maintenant. Ben, crime, même si tu roules 10 000 km par année, ça revient le même prix que rouler dans une Civic ou une Corolla. Puis, là, je l'ai mis sur un budget de 8 ans, mais une Mustang Mach-E, c'est à peu près le même prix que rouler dans une Corolla si tu fais 25 000 km par année. Sur 8 ans, ouais. Sur 8 ans. Puis moi, je connais bien des gens, dont moi, qui a financé, il y a plusieurs années, ma Corolla sur 8 ans. T'sais. Mais crime, ça me coûte le même prix que ça m'aurait coûté rouler dans une Mustang Mach-E si elle avait existé dans ce temps-là. Ah, ça, on appelle ça faire des mauvais choix, Danny. Oui, oui, très mauvais choix. Bien que je te dirais que ce n'est pas tout à fait vrai parce que moi, je roule presque pas. Donc, moi, la Mach-E, elle m'aurait coûté très cher. Oui, ben c'est ça. Une auto où le deal étant aussi bon qu'il puisse être, si on n'en a pas besoin, c'est pas un C'est bon ça. move, ça, c'est ça. Puis je voulais illustrer ici que même la modèle Y, qu'on pense qui est une voiture très luxueuse, c'est une voiture de presque 70 000, puis elle n'a même pas de grosse subvention, mais en fait, pour quelqu'un qui roule 30 000 km par année, il y en a de ces gens-là, mais crime, choisir entre une voiture de 44 000 parce qu'on s'entend qu'une personne qui roule 30 000 km par année, elle ne s'achète pas un bazou, là, elle est tout le temps dans sa voiture, mais elle peut avoir le choix de s'acheter un véhicule, une BM ou quelque chose de bas de gamme de 44 000 ou une modèle Y de 70 000 puis elle va payer finalement les mêmes, elle va avoir les mêmes coûts mensuels. Ben, quelque part, c'est un no-brainer. C'est un no-brainer pour moi, en tout cas, mais. Je voulais illustrer ici aussi qu'au niveau des voitures usagées, pour les personnes qui ont des plus petits budgets, bien, crime, t'acheter une voiture électrique, une Ioniq, au prix de vente de 20 000 ben, en fait, c'est l'équivalent selon nous, là, de rouler dans une voiture usagée de 14 000 puis même selon les calculs du calculateur de CAA, c'est même plus bas que ça, 8 400. Puis une Leaf, carrément, c'est l'équivalent d'un véhicule usagé entre 6 000 et 10 000 une Leaf usagée. Donc, que tu vas pourtant payer un 12 500 à l'achat, mais tu sauves tellement. Ça, je vous ai mis pour quelqu'un qui roule juste 10 000 km par année, là, parce qu'on s'entend que quelqu'un qui s'achète une Leaf, ben, tu n'achètes pas ça si tu es toujours sur la route. Il est déjà 49. On pourrait passer aux avantages de la plaque verte. Qu'est-ce que tu en penses? Pas de problème, allons-y. Donc, OK, le véhicule électrique, quand tu en achètes un, ça vient avec une plaque dont les lettres sont en verre. Ça paraît presque pas sur la plaque. Oui, ben de loin, c'est dur à voir, mais elle paraît pareil, sauf que c'est vert foncé au lieu d'être bleu. Hein, ça se ressemble beaucoup. Ouais. Cette plaque verte-là, elle est liée à des avantages. Oui, elle y a des avantages, puis elle est disponible uniquement pour les véhicules considérés comme électriques. Simplement, vous rappelez que le déclencheur pour dire si c'est un véhicule électrique ou pas électrique, là, il faut que ça soit branchable. Donc, une hybride qui n'est pas branchable ne sera pas considérée comme un véhicule électrique, même si, je dois dire, techniquement, il y a une batterie et un moteur électrique dans une voiture hybride, mais ce n'est pas considéré comme une voiture électrique si on ne peut pas recharger cette batterie-là par la part d'énergie externe au véhicule. Donc, ça prend un véhicule qui est branchable pour avoir la plaque verte. Et là, il y a des avantages. Les avantages ont pour objectif de favoriser l'adhésion aux véhicules électriques. Donc, c'est des mesures mises en place par le gouvernement. C'est des bonus mis en place par le gouvernement pour nous inciter à changer pour un véhicule électrique, entre autres. L'accès, les passages sur le pont d'autoroute 25, qui sont quand même de quelques dollars par passage qu'on va sauver. C'est gratuit pour le véhicule électrique sur le pont de la 25. Même chose sur le pont d'autoroute 30. Quelqu'un qui le prend matin et soir pour aller travailler, par exemple, quelqu'un qui demeure sur la rive sud de Montréal puis qui travaillerait, par exemple, à Terrebonne puis qui prend le pont de la 25 matin et soir, ben c'est des économies de quelque part aux alentours de 1 500 $ par année, uniquement
en frais de passage sur le pont de la 25 économisés. Rajouter ça aux économies d'essence puis tous les bénéfices qu'on vous parle depuis tantôt, ça devient assez important. Je connais personnellement des gens qui, lorsqu'ils avaient fait leur calcul puis ils n'avaient jamais pensé aux avantages de la plaque verte, puis quand je leur ai dit, n'oublie pas qu'en plus, dans ton cas, tu ne payeras pas, il a dit, écoute, c'est 1200 de plus par année que j'économise, il n'y a pas 1200, 1400. Il a fait c'était le déclencheur pour lui pour faire l'acquisition du véhicule électrique. Donc, c'est des mesures très intéressantes pour les électromobilistes. Moi, ce que je trouve hallucinant d'ailleurs, c'est comment ça se fait qu'il y a encore des gens qui traversent le pont de la 25 ou le pont de la 30 avec une voiture à essence encore. Bien, quand c'est occasionnel, peut-être, là, tu y vas 2 fois par année, tu ne changeras pas d'auto pour 2 fois, non, mais tu devrais changer d'auto, oui, mais pas à cause de ça. À cause de tous les autres avantages qu'on a parlé précédemment. Il y a également des accès VIP sur certaines voies réservées. Donc, il y a des voies réservées d'autoroute, par exemple, ou de route secondaire qui vont avoir des petits logos, que ça va être écrit, on est habitué de voir réservé au transport en commun, réservé au covoiturage, mais il y a également réservé aux véhicules électriques. C'est le cas de l'autoroute Robert Bourassa, par exemple, à Québec. Il y a une section d'autoroute 440 Ouest qui est comme ça. Sur il y a l'accès pour le pont Victoria par Saint-Lambert. Là, il y a toute une section qui est réservée au covoiturage pour voitures électriques. Il y a une portion de la 132. Sur l'autoroute 15, l'autoroute 25. Donc, il y a plein de routes comme ça, mais il faut faire attention. On n'a pas accès aux voies réservées automatiquement parce qu'on a une voiture électrique. On a accès uniquement dans la mesure où c'est des voies réservées qui ont le petit pictogramme disant que les voitures électriques y ont accès là, sans pénalité. Donc, à ce moment-là, même si vous êtes seul, que vous ne faites pas du covoiturage, vous pouvez passer sur ces voies-là. Vous avez également accès à une gratuité pour le véhicule sur les traversiers de juridiction provinciaux. Attention, j'ai mis provinciaux. Donc, si vous prenez le traversier pour vous rendre je ne sais pas moi, aux îles de la Madeleine ou tous les autres traversiers fédéraux, bien, ça ne marchera pas. Mais les traversiers provinciaux, là, donc l'île Verte, Rivière-du-Loup, Saint-Siméon, Québec-Lévis, on parle de ça, puis je pense qu'ils sont en grève de ce temps-là, eux autres. Hein, c'est un drôle de timing pour qu'on fasse les traversiers provinciaux, Sorel-Tracy, Saint-Ignace, Loyola. Donc, tous ces traversiers provinciaux-là, le véhicule ne paye pas. Attention sur les traversiers. Il y a des frais pour le véhicule, des frais pour les passagers. Donc, en tant que passager, vous allez quand même payer, mais votre véhicule, lui, ne paiera pas. Il sera gratuit. Donc, il y a certaines questions sur les batteries, l'usure des batteries. Ça, on va plutôt en parler au webinaire de vendredi. Je vais inviter tout le monde à s'inscrire au webinaire de vendredi sur la voiture électrique usagée, comment on fait le choix d'une voiture électrique usagée et pourquoi on fait le choix d'une voiture électrique usagée. Ça va être un webinaire super intéressant avec Jessie Caron de CA Québec. Donc, on ne répondra pas à ces questions-là aujourd'hui. J'avais peut-être une petite question où quelqu'un nous demande s'il existe des voitures électriques modèle familial. Oui, il en existe. Faut cependant réaliser que, bon, les 4-5 premières années de fabrication des voitures électriques, parce que les batteries n'étaient pas aussi performantes que maintenant, les batteries étaient plus petites, en fait, avaient moins d'autonomie, on achetait des voitures qui étaient relativement petites pour leur donner une autonomie qui était intéressante. Si on avait mis une toute petite batterie dans une grosse familiale, on aurait eu la misère à aller au cinéparc et revenir, ça n'aurait pas été le fun, vous comprenez? Donc là, maintenant que les batteries sont beaucoup plus performantes, ont une plus grande densité énergétique, on peut maintenant se permettre de faire des véhicules plus gros. Donc, arrive sur le marché depuis 1 an ou 2 et plusieurs nouveaux modèles dans les 2 et 3 prochaines années de SUV, et non pas juste des mini SUV, mais des SUV, des véhicules plus familiales. Il y a la Pacifica, il y a des hybrides branchables aussi assez gros. La Pacifica hybride branchable, c'est quand même assez gros. Le Mitsubishi Outlander PHEV, la Tesla Model Y, Model X, évidemment, mais là, on est plus haut de gamme. Il y a la Volkswagen ID4 qui vient de sortir, qui est quand même assez spacieuse comme véhicule. Donc, il y a plein de véhicules qui sortent et plusieurs modèles à sortir dans les prochaines années qui sont vraiment adaptés pour des familles. Maintenant, si par familial, on parle de vraiment une camionnette ou de quoi d'un peu plus gros, là, j'y ai répondu dans cet axe-là. Mais moi, personnellement, j'ai une petite voiture électrique, puis j'ai 3 enfants, puis on se déplace toute la famille dans mon véhicule, puis c'est correct. Là. C'est sûr qu'avec les 3 enfants en arrière, c'est une petite voiture. Fait que ça reste que si on fait un long trajet, c'est moins confortable qu'une voiture plus grande, mais il n'y a
a aucun problème à aller voir la famille puis faire des déplacements quotidiens dans mon véhicule qui n'est pas une grosse familiale. Mais si on veut de quoi un peu plus spacieux, il y en a, puis il y a beaucoup de nouveaux modèles qui s'en viennent dans les prochaines années. J'ai mis justement à l'écran des camions qui s'en viennent sur le marché dans pas longtemps, même si j'ai j'ai horreur un peu de le mettre parce que on fait justement une campagne chez Équiterre pour contrer cette tendance-là, cette tendance lourde-là du marché à des véhicules de plus en plus gros. Vous irez voir d'ailleurs sur le site d'Équiterre, c'est la campagne pour des véhicules à échelle humaine. Mais il reste qu'il y a des gens qui ont besoin d'un camion pour travailler. Puis il y a un marché pour ça. Puis les camions, ils s'en viennent. Là, ils s'en viennent. Ils étaient censés d'arriver à la fin de l'année. Ils s'en viennent au début de l'année prochaine. Il va y avoir du choix à ce niveau-là aussi. Ah oui, il y a plusieurs, ceux qui ont besoin de pick-up. Là, si vous n'avez pas le choix de vous acheter un pick-up parce que c'est requis par le travail, il va y en avoir des alternatives électriques. Le F-150 Lightning de Ford s'en vient, Rivian s'en vient. Il y a plein d'autres compagnies. Ce qui est le fun dans l'électrique, c'est qu'il y a des nouvelles compagnies qui apparaissent qui ne font que de l'électrique et qui vont apparaître, qu'on ne connaissait pas et qui vont prendre le marché. Ce n'est pas juste les compagnies traditionnelles de véhicules à essence qui vont s'adapter. Oui, certains vont le faire, d'autres ne le feront pas assez vite puis vont disparaître. Mais il y a surtout beaucoup de nouvelles compagnies qui vont arriver, puis des compagnies qui fabriquent des petits pick-up puis des camions. Il y en a. Fait que si vous en avez vraiment besoin, bien, il y aura cette alternative-là qui va s'installer. Tu mentionnais tout à l'heure que on ne parle que de ça, mais en fait, les gens sont vraiment, vraiment intéressés. Les Québécois en veulent des voitures électriques. La preuve, c'est que les ventes explosent hein, et ça suit la courbe n'arrête pas de devenir de plus en plus raide. Oui, la courbe n'arrête pas de pas arrêter, comme on dit. Oui, c'est une courbe qui est exponentielle puis qui est relativement stable en termes dans son exponentialité, si je peux m'exprimer ainsi. Évidemment, là-dedans, comme dans toutes les sphères de l'économie, il y a comme une espèce de zone atypique là, entre le début de la pandémie puis il y a quelques mois. Mais là, on sent que c'est reparti. Ça a créé comme une espèce de retard. C'est comme s'il y avait eu une pause, ça courbe, ça reprend après. Évidemment, quand ils ne se fabriquaient pas de voitures et que les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux pour en acheter, ça n'a pas bougé. Et ça demeure qu'on a atteint fin mars, début avril, l'objectif qu'on devait atteindre au mois de décembre. Donc, on a retardé de 4 mois l'objectif de 100 000 véhicules fin 2020. Objectif que je me rappelle très bien, il y a 4-5 ans, tout le monde disait qu'on n'obtiendrait jamais. Et nous, puis je me rappelle de discussions que j'avais avec les gens qui font les statistiques à l'Association des véhicules électriques du Québec qui disaient, bien, mathématiquement, si la courbe actuelle se maintient, puisqu'elle est exponentielle, on va l'atteindre. Et ils avaient prévu qu'on l'atteindrait en novembre 2020 plutôt que décembre. Puis finalement, ça a été fait en fin mars, mais il y a eu la pandémie entre les deux. Fait que, tu sais, je pense que c'est assez respecté. Et cette courbe-là se continue, c'est-à-dire qu'on ne double pas, mais presque le nombre de véhicules électriques vendus par année à chaque année. Donc, ça augmente à une vitesse grand V. On peut s'attendre à avoir tout près de 200 000 véhicules sur les routes là, très, très bientôt. Puis les objectifs du gouvernement sont ambitieux. Hein? Oui, rappelle-nous-les, les objectifs. Oui, les objectifs, c'est l'objectif final, c'est 2030, 1 500 000 véhicules sur les routes. Ça, c'est l'objectif final. Puis, objectif intérimaire pour en 2026 d'avoir 600 000 véhicules sur les routes. Donc, si on double à chaque année, 100 000, 200 000, 400 000, voyons, en 3 ans, déjà, on est rendu à 400 000. En 4 ans, on devrait être rendu à 800 000. Donc, ça va aller assez vite. Là, ça va monter. Mais évidemment, c'est toujours de la spéculation. Est-ce que la courbe va se maintenir? On sait que l'intérêt des gens sont là pour en acheter, mais plus ça va, plus il y a de monde qui veulent en acheter. Donc, plus il faudra qu'ils s'en fabriquent et qu'ils s'en distribuent chez les concessionnaires. Et souvent, c'est l'attente pour avoir les véhicules électriques qui est le nerf de la guerre. Malgré toutes les bonnes intentions, plusieurs modèles de véhicules sont disponibles, mais en très petite quantité. Donc, il urge que nos gouvernements mettent en place des politiques pour être capables d'accélérer la distribution des véhicules par des lois qui obligent les manufacturiers à rendre disponibles ces véhicules-là au plus vite parce que les gens en veulent et ça en prend. On arrive à la fin de notre webinaire. Il est 14 heures. Donc, j'inviterai à la fin, premièrement, tout le monde à s'abonner à ton podcast. C'est parfait. Silence en route. Silence en route. Donc, allez voir ça. C'est vraiment, vraiment intéressant.
J'ai quelqu'un justement qui nous posait une question sur le prix des bornes de recharge, le prix à la borne pour la recharge publique et tout. Vous allez trouver de l'information dans le podcast de Martin, de l'information de première main, parce que Martin travaille chez Circuit électrique. Et je vous invite tout le monde aussi à participer au concours général de la campagne Roulon électrique, qui est bon pour toute l'année, tous les événements de l'année. Donc, vous allez sur roulonélectrique.ca/concours. Donc, vous allez pouvoir courir la chance de gagner une Bolt 2022 pendant un an. C'est une location d'une Bolt 2022 pendant un an avec une borne de recharge, installation incluse chez vous, puis la borne de recharge, vous la gardez après. Un 250 de crédit de recharge de circuit électrique. J'imagine qu'on peut faire vraiment beaucoup de millage avec ça. Oui. Donc, ben, ça fait pas mal de tour de notre webinaire. Je te remercie beaucoup, Martin. Ça me fait plaisir, Daniel. C'est toujours un plaisir de faire des séances comme celle-là avec toi. Puis j'espère que ça a répondu à plusieurs questions des gens qui sont branchés. Puis les sources d'informations ne manquent pas. Donc, si les gens veulent avoir plus d'informations sur le site Roulon électrique et tous les sites partenaires, là, vous allez trouver une foule d'informations. Oui, si vous nous écrivez à info au pluriel de INFOS à commercial roulonélectrique.ca. Je m'engage à répondre à toutes les questions aussi. Et s'il y a des questions que je ne peux pas répondre, je les transmets à Martin. Donc, merci tout le monde d'avoir participé et j'espère que ça a répondu au plus de questions possibles. Donc, au revoir. Merci, au revoir.